Bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro du 7-8 l'Hebdo, l'émission de la rédaction pour revenir sur l'actualité départementale de la semaine. Voici les titres de ce vendredi 9 mars. La boxe, un sport qui se conjugue au féminin. La pratique s'ouvre de plus en plus aux filles depuis quelques années à Montigny-le-Bretonneux. Une initiation gratuite était organisée pour tenter de convaincre les curieuses d'un soir. Parmi elles, notre journaliste Mélanie Poquet qui n'a pas hésité à enfiler les gants pour tester ce sport. Moins de condamnations, mais plus d'applications. Emmanuel Macron a présenté cette semaine ses orientations pour une meilleure efficacité des peines les plus courtes et tenter de réduire enfin la population carcérale en France. Les mesures annoncées sont-elles les bonnes? Nous poserons la question à Marie-Emma Boursier, doyen de la faculté de droit et de sciences politiques à l'UVSQ. Dans le reste de l'actualité, retour sur l'inauguration de la RD30 à Plaisir après plusieurs années de travaux et une consigne à vélo installée à la gare de Versailles-Rive-Gauche pour plus de sécurité. Longtemps réservée aux hommes, la boxe s'ouvre donc aux femmes depuis les années 90. Sport olympique depuis 2012, la boxe féminine française a brillé d'ailleurs lors des derniers JO à Rio avec 2 médailles, une d'or et une d'argent. Mais alors pourquoi les femmes plébiscitent de plus en plus ce sport? Mickaël Elmidoro et Mélanie Poquet ont participé à la soirée d'initiation de l'académie Self Kick Défense et Boxe Anglaise de Montigny-le-Bretonneux. Reportage. 56 000 licenciés actuellement. En 2014, la Fédération française de boxe connaît l'une des plus grosses progressions de féminisation, plus 19%. Le football et le rugby, c'est 5%. Alors, pourquoi un tel succès? Réponse sur le ring. Je pense que ça peut renforcer les muscles, tout ça, donc oui, ça pourrait être une bonne option. Je pense que c'est un milieu plutôt masculin et c'est ça qui m'a attirée aussi. Je me suis dit pourquoi pas les filles. Et là, c'était spécial pour la journée de la femme, donc boxer tout ensemble, c'était un sport. On ne pense pas spécialement à le faire quand on est une fille, donc on s'est dit voilà, on s'initie, si ça nous plaît, on continue. Alors, Alban Benassar, la boxe n'est pas qu'un sport d'hommes. Exactement, c'est aussi un sport de femmes et elles ont vraiment toute leur place dans la discipline et d'ailleurs on a aujourd'hui tout type de pratiques qui permettent aux femmes de s'adonner au noble art. Mais c'est différent, j'imagine. C'est pas tout à fait les mêmes mouvements, peut-être, la même boxe? C'est les mêmes techniques, c'est les mêmes règles, mais c'est pas la même pratique. En fait, les femmes vont chercher plus la condition physique, le cardio, le renforcement musculaire. Elles vont moins chercher l'opposition, elles seront plus frileuses en général. Et donc, elles vont chercher à s'amuser et à pratiquer différemment. Vous avez dit le cardio, j'imagine que c'est un sport aussi qui entraîne une maîtrise de son corps aussi, une bonne connaissance. Oui, c'est un sport qui est très complet. En fait, on utilise les membres inférieurs pour les déplacements. On a besoin d'explosivité et on utilise les membres supérieurs pour l'attaque et la défense. Donc là, on a besoin également de qualité physique. Et donc, ça fait un sport très, très complet. Je peux essayer? Bien sûr, avec grand plaisir. On y va. Allez, on y va. Allez, on y va. Un entraînement de boxe dure en général 2 heures. Il existe différents styles à vos gants. On peut dire bravo à Mélanie Poquet. Une quinzaine d'ateliers organisés à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme dans une concession automobile en partenariat avec l'association Créactive. Le groupe Courtois Automobile a transformé son showroom Peugeot de Montigny-le-Bretonneux en soirée spéciale autour du bien-être, maquillage biologique, huiles essentielles et art-thérapie. Un événement pour faire évoluer aussi l'image sur l'automobile, souvent considérée comme un milieu masculin. Réaction au micro de Camille Lambert. On a besoin de féminiser notre métier. Il faut quand même savoir, il y a des statistiques qui sont assez effrayantes, mais on ne les partage pas dans notre métier parce qu'on n'est pas forcément fiers. C'est que 80% des femmes qui vont en concession assimilent ça à aller chez le dentiste. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut faire, puisqu'aujourd'hui un client sur 2 est une femme, que les femmes sont
au moins pour moitié dans le choix du véhicule familial. C'est déjà montré à nos clientes qu'on peut aussi passer un moment sympathique dans une concession ou vulgairement dans un garage. Marie-Emma Boursier, bonsoir. Bonsoir Nicolas. Vous êtes le doyen de la faculté de droit et de sciences politiques à l'université de Versailles, 50 ans en Yvelines. Avant de parler des actualités qui concernent la justice, un mot sur peut-être ces journées des droits des femmes, sur les débats qui agitent beaucoup la société en ce moment sur l'égalité hommes-femmes. Est-ce que vous diriez que c'est des débats qui touchent aussi le monde judiciaire? Est-ce que c'est un monde assez discriminatoire où les femmes ont du mal à se faire une place? Écoutez, non, je ne pense pas plus que ne peut l'être la société que je ne qualifierais pas de discriminatoire. Il y a des problématiques spécifiques pour atteindre une égalité réelle entre les hommes et les femmes, qui ne passent pas, à mon sens, par une journée de la femme dédiée, comme ça a été le cas hier. Pour le 8 mars, oui. Voilà. Mais ça ne l'est pas particulièrement dans le monde judiciaire, qui est plutôt féminisé, mais effectivement féminisé dans les premiers grades et les premières fonctions, notamment dans la magistrature. Et puis ensuite, on constate que dans les fonctions les plus importantes, il y a beaucoup moins de femmes que d'hommes. Donc il y a encore une inégalité qui tendra à se résorber, je pense, au fil des ans. Et aujourd'hui, le gouvernement cherche justement à réduire ces problèmes d'inégalité hommes-femmes. Est-ce que vous pensez que la solution, c'est plus de pénal, c'est des lois plus dures envers les entreprises qui ne respecteraient pas l'égalité hommes-femmes au sein des entreprises, ou alors c'est plutôt sur d'autres leviers qu'il faut agir, peut-être l'éducation, puisque vous êtes doyen à la faculté? Alors, je ne pense pas du tout sur le pénal, ça c'est certain. C'est la voie qui est prise éventuellement, que semble vouloir prendre le gouvernement. Sur la protection des femmes, oui. Sur les quotas dans les conseils d'administration, je pense que déjà beaucoup a été fait. Pas si longtemps, en un temps plutôt réduit. Donc moi, je suis très réservée sur cette voie-là parce qu'il ne faut pas dévoyer non plus de ce qu'est la voie pénale qui doit rester pour des faits, il me semble, d'une importance peut-être plus grande que celle-ci. Et en tout cas, c'est pour moi pas le bon moyen. Et l'éducation, l'information sont les premiers outils dont on dispose et à l'école et puis ensuite à la faculté. Et l'exemple aussi sont vraiment des éléments, il me semble, plus importants. On va revenir aux actualités sur la justice, puisque le gouvernement semble avoir fait le choix de durcir l'application des lois tout en réduisant leur nombre pour les plus courtes. C'est le sens des annonces faites par le président de la République en milieu de semaine en déplacement à Agen, dans le sud-ouest. Avant de rentrer dans le détail de ces annonces, globalement, est-ce que vous estimez que ces réformes annoncées, en tout cas voulues par le président et le gouvernement, vont dans le bon sens? Moins de peines, en tout cas pour les plus courtes, mais en tout cas plus d'application pour ces peines quand elles sont prononcées? Oui, alors dans l'absolu, les grands chantiers mis en œuvre par la ministre et par le président sont de toute façon nécessaires, c'est certain, sur le fonctionnement de la justice, sur le sens et l'efficacité de la peine. Okay, l'un des chantiers. Voilà, il y a plusieurs chantiers qui ont été lancés. Voilà, c'est l'un des chantiers. Exactement. Je crois qu'il y a une évidence, c'est que la question de la bonne exécution et de l'exécution tout court pour certaines peines est essentielle. C'est-à-dire que ce qui marche, et on le sait criminologiquement, c'est que la peine soit exécutée et qu'elle soit exécutée dans des délais brefs, ce qui n'est pas forcément le cas puisque les magistrats ne délivrent pas forcément de mandat de dépôt à l'issue des audiences et donc laissent partir librement un prévenu qui a été condamné à une peine d'emprisonnement qui ensuite doit être sollicité par les services judiciaires. Donc tout ça prend du temps et parfois n'est pas exécuté du tout. Donc là, il y a un vrai problème d'efficacité qui ne permet pas de donner son vrai sens à la peine, qui est une peine exécutée et rapidement après la sentence. Le président de la République dit aussi que les peines les plus courtes ne servent à rien. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce point de vue-là? Quand on parle des peines les plus courtes, on parle des peines de moins d'1 mois, voire moins de 6 mois. Oui. Alors ça, c'est un problème... On a du mal à comprendre quand on n'est pas issu du milieu judiciaire, en quoi ça ne sert à rien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça, peut-être? Oui, c'est un problème... Si vous êtes d'accord, vous pouvez ne pas l'être, évidemment. C'est un problème récurrent, je crois. La question de la peine de moins d'1 an, alors au-delà d'1 an ou 1 an au-delà d'1 an, c'est qu'on est sur des délits quand même d'une gravité certaine. Les peines de moins d'1 an sont prononcées beaucoup dans des contentieux type contentieux routier, notamment avec alcoolisation ou substances psychotropes ingérées par le conducteur. Donc ils sont aussi des contentieux effectivement graves pour lesquels vous avez des peines de 1, 3, 6 mois de prison
auquel on reproche à juste titre un côté désocialisant qui est très important. Vous partez 3 mois en prison, vous perdez votre travail, il y a une sorte de caractère infamant qui est vraiment très très lourd. Donc il est certain que globalement, je pense qu'il est bien de trouver d'autres solutions que ces peines courtes. Dans certains cas, sur des cas de récidivistes, ça peut être un électrochoc, mais globalement, je crois que c'est une bonne idée. Alors, en résumé, les annonces vont permettre désormais plus de peines prononcées en dessous d'un mois. Les peines de 1 à 6 mois seront-elles exécutées hors de prison, sauf exception. En revanche, du coup, pour les peines supérieures à 1 an, il n'y aura plus d'aménagement possible. Se pose du coup la question de la surpopulation carcérale, puisque c'est aussi l'objectif de ces annonces. D'un côté, on va baisser la population carcérale, mais en rendant impossible l'aménagement des peines pour plus d'1 an, on peut aussi réaugmenter cette population carcérale. Est-ce qu'il y aura un effet balançoire? Est-ce qu'on va se neutraliser? Ou alors il y aura quand même moins de monde dans les prisons, entre guillemets? Alors le terme que vous reprenez, aménagement, je ne sais pas ce qu'il recoupe là dans l'annonce faite par le président de la République. Avant, jusqu'à 2 ans de peine, on pouvait aménager les peines. Oui. C'est plus le cas désormais. Oui. Ce sera plus le cas. Le balancement entre les plus de peines prononcées de plus d'1 an et celles de moins d'1 an font que numériquement ça fera sortir du monde de prison. Et sur l'aménagement des peines de moins d'1 an, type bracelet électronique, ce sont des systèmes qui pour l'instant n'ont pas fait tant leur preuve que ça, parce qu'on sait qu'au bout de quelques semaines ou quelques mois, un porteur de bracelet électronique rompt ses obligations et que voilà, c'est pas un système en tout cas efficace pour l'instant. Le bracelet électronique ne marche pas très bien aujourd'hui. Non. Le travail d'intérêt général, c'est aussi une piste qui est lancée, en tout cas relancée, qui souhaite être activée par le gouvernement. Est-ce que ça, c'est quelque chose d'efficace, de travailler pour la société? Moi, ça me paraît vraiment quelque chose de très, très intéressant. De toute façon, le travail est formateur, a un côté, je pense, qui porte vers une réinsertion certaine. Donc ça me paraît être une très très bonne piste. Toujours sur les prisons, et pour terminer sur ce sujet, il y a une députée yvelinoise très active sur le sujet, c'est Yaël Braun-Pivet, députée de la 5e circonscription des Yvelines et présidente aussi de la commission des lois. Elle est favorable à l'ouverture de prisons ouvertes. Ce sont des prisons où les détenus peuvent se balader, peuvent travailler, peuvent faire la cuisine. Alors ce n'est pas évidemment en sortie totale, mais on est dans un espace clos. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'en France, le problème, c'est qu'on a aussi une vision trop répressive, peut-être de la prison, des détenus en général? Le regard de la société est trop dur porté sur les prisonniers et qu'on ne souhaite pas forcément, on ne fait pas tout pour essayer de les réinsérer, les considérer comme des citoyens aussi. Un peu comme aux États-Unis. Est-ce que c'est ça le problème aujourd'hui de la France? Je pense qu'il y a des modèles qui marchent manifestement, en Europe du Nord notamment. Oui, c'est un modèle qui existe beaucoup au Danemark. Oui. Exactement. Nous ne sommes pas sur la même population carcérale, ni sur les mêmes moyens, ni sur les mêmes richesses naturelles. On le disait tout à l'heure, par exemple, pour les chauffards, aller 3 mois en prison, ça peut être très dur. Vous le disiez, on perd beaucoup de... On peut perdre sa famille, on peut perdre son travail. Est-ce qu'on n'a pas une vision trop répressive du... Je crois que si nous n'étions pas dans des situations de surpopulation, de conditions d'hygiène déplorables dans certains établissements pénitentiaires, la question ne se poserait pas de la même façon. C'est répressif, la prison, c'est une privation de liberté, c'est le maximum d'atteinte que l'on peut porter à nos droits individuels. Je crois qu'il faut plutôt ambitionner d'améliorer avec la construction de ces 7000 places de prison, avec des moyens d'encadrement. Il me semble que c'est peut-être plus réaliste que des modèles, certes très vertueux, mais qui pour l'instant me paraissent assez éloignés de ce que l'on est capable de faire. En qualité de doyen de la faculté de droit de l'UVSQ, est-ce que vous diriez encore que les carrières judiciaires, ça donne envie aux jeunes? Est-ce qu'il y a toujours un tel intérêt? On sait qu'historiquement, on souhaite beaucoup aller en droit quand on est en terminale. Est-ce que c'est toujours autant le cas aujourd'hui? Oui, je crois. Nos amphis sont pleins, et puis ce sont des métiers, le droit comme la science politique, qui mènent à un panel justement de choix de carrière très importants et qui sont très intéressantes au fond parce qu'elles touchent aussi au fonctionnement de notre société. Un mot encore, puisque ce week-end, ce sont les journées portes ouvertes. C'est le 10 mars. Les journées portes ouvertes, dites-nous un peu en quoi c'est essentiel pour les élèves de terminale.
Il s'agit vraiment de rencontrer le corps professoral, les équipes administratives de la faculté de droit, de sciences, de l'Institut supérieur de management de l'UVSQ notamment, et donc de s'approprier un peu ce que serait leur futur parcours s'ils décident de s'inscrire sur Parcoursup et de choisir le droit ou la science politique par exemple. Donc ce sont vraiment des temps d'échange qui, il me semble, sont très importants pour les futurs bacheliers dans leur connaissance de leur parcours. C'est demain après-midi de 14h à 17h30 sur les différents sites de l'UVSQ. Et d'ailleurs, puisque vous parliez de Parcoursup, peut-être pour les lycéens qui nous regardent, ils ont jusqu'au 13 mars pour remplir leurs vœux sur la plateforme. Merci Marie-Emma Boursier d'être venue sur le plateau. Vous êtes, je le rappelle, le doyen de la faculté de droit et de sciences politiques de l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Merci à vous et bon week-end. Merci Nicolas. On passe désormais à l'actualité de la semaine. Cette semaine marquée par les nombreuses animations organisées par les villes de l'agglomération pour la journée des droits des femmes. On vous en parlait. À Guyancourt, c'est tout le mois de mars que la commune est mobilisée avec une série d'événements spéciaux pour la 8e édition du Temps des femmes. Ateliers, expositions, pièces de théâtre, conférences. Les précisions de Bénédicte Allier-Cohen, adjoint au maire. Elle était sur notre plateau lundi soir. Le droit des femmes, ce n'est pas une question d'une journée. Et pour nous, c'est important de mettre en lumière pendant un bon mois. Mais c'est un travail quotidien de tous les services. Et ce Temps des femmes à Guyancourt est surtout une transversalité de tous les services en direction des habitants. Ça, c'est important de le préciser parce que nombreux ateliers sont en direction des habitants. D'accord. Et puis, la diversité. Donc voilà, bien sûr, c'est une vraie préoccupation quotidienne. Mais pour en revenir sur notre Temps des femmes, cette année, peut-être en rapport avec le sport, notre thématique est tout corps et mouvement, c'est ça? Corps et mouvement, femmes, corps et mouvement. D'accord. En effet, c'était important de décliner autour du corps, de la santé, bien sûr, du sport, bien sûr, mais aussi réappropriation de son propre corps. C'est un dossier sur la table depuis plus de 20 ans. La nouvelle RD30 au niveau de Plaisir a été inaugurée mardi matin en présence notamment de Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France. Axe souvent saturé entre Elancourt et Plaisir, la route départementale a été doublée et réaménagée. 3 ans de travaux ont été nécessaires. Un chantier chiffré à 87,5 millions d'euros, dont 54 à la charge du département des Yvelines. Sujet de Patrick Jacques de Dixmude, Quentin Lefrère et Wilfried Richy. 30 000 véhicules par jour empruntent cet axe de la route départementale 30 à hauteur de Plaisir. Autant d'automobilistes qui devraient donc être soulagés et passer moins de temps dans les bouchons. Après 3 ans de travaux, la 2x2 voies est ouverte. Le dossier a tout de même été lancé voici 20 ans. C'est une des caractéristiques, je crois, aujourd'hui de la France. La multiplication des recours, la multiplication des enquêtes, des différentes phases administratives qui sont inimaginables, font que, bien entendu, on a rallongé les délais de réalisation. Et il faudrait, j'espère que ce message va être entendu, c'est qu'il y ait moins de recours. Quand on fait des infrastructures, on ne le fait pas pour embêter les gens, on le fait pour améliorer la vie des gens. La patience aura payé. Le doublement de la route s'accompagne de murs acoustiques sur plus de 2 km et de 2 souterrains. C'est la base même d'une trame qui est les fondamentaux pour que notre ville puisse avoir des aspirations encore supplémentaires dans un développement à la fois commercial, économique et un cadre de vie. Parce que ça apporte effectivement un grand confort à notre ville. On aura moins d'embouteillages, d'ailleurs on en a déjà beaucoup moins. 87 millions d'euros ont été investis, 54 par la région, 33 par le département. Et les travaux se poursuivent avec notamment à l'automne une passerelle pour que cyclistes et piétons puissent franchir la Nationale 12. Transport, toujours avec la consigne à vélo qui est en service à la gare de Versailles-Château-Rive-Gauche depuis le 19 février dernier. Elle permet à chacun de laisser en toute sécurité son vélo avant de prendre le train. L'inauguration officielle s'est déroulée mardi matin en présence des élus locaux. Wilfried Richy. 128 places de stationnement réservées exclusivement aux vélos. En gare de Versailles-Château-Rive-Gauche, les usagers adeptes du 2 roues peuvent dorénavant prendre sereinement leur train grâce à Véligo. C'est sûr que ce n'est pas une station Véligo qui va améliorer la régularité des trains. Mais néanmoins,
il y a beaucoup de gens qui nous disent « Ok, on comprend, vous avez des problèmes sur les trains, mais au moins, est-ce que moi je peux garer mon vélo à la gare de façon sécurisée ?» Et donc, c'est très important aussi de s'occuper de ce premier, de ce dernier kilomètre. 5800 places de stationnement ont déjà été créées à travers l'Île-de-France. 20 000 seront disponibles d'ici 2020. Région et SNCF se partagent le financement. 220 000 € ont été nécessaires pour cet espace dans la Cité Royale. Île-de-France Mobilité avec un S, c'est le nouveau nom du syndicat des transports d'Île-de-France, s'occupe des franciliens du départ de leur domicile jusqu'à leur arrivée au bureau. C'est-à-dire qu'on essaye de travailler sur tous les petits points noirs pour améliorer la qualité de service aux voyageurs. Améliorer la qualité de service, c'est aussi mettre des espaces de coworking dans la gare quand on attend son train, c'est pouvoir mettre des recharges de portables, c'est pouvoir offrir des nouveaux services. Pour les usagers, le fonctionnement de ce service est simple. L'accès est possible 7 jours sur 7, de 5h à 1h30, avec une carte Navigo en cours de validité et moyennant un abonnement annuel de 20 €. Atout supplémentaire de ce nouvel espace, la présence de 16 casiers individuels pour recharger les vélos électriques. À Versailles, toujours mercredi, le réseau accueil des migrants en Yvelines s'est rassemblé devant la préfecture. Une cinquantaine de personnes s'est réunie pour demander un meilleur accueil des migrants en France et dans le département des Yvelines. Pour eux, il est largement possible de faire mieux et plus. Écoutez ces réactions recueillies par Quentin Lefrère. Donc on a un rôle de vigilance aussi, de vigie et d'alerte de la population sur la France, pays, terre d'accueil, 5e puissance du monde, peut accueillir dignement des migrants, pas quelques milliers mais bien 150 ou 200 000 personnes sur 66 millions, ça pose absolument aucun problème, d'autant plus que ces gens, ces jeunes, ces femmes, ces enfants nous apportent la richesse de leur culture et de leur connaissance. À 50 ans en Yvelines, les élus se sont réunis en conseil communautaire mardi pour discuter du ROB, le rapport d'orientation budgétaire, un document qui fixe les grandes lignes pour 2018, une année et un budget qui s'annonce contraint. Les détails avec Aurélie Ronze. Dans quelques semaines, 50 ans en Yvelines devra voter le budget 2018. Mais avant, la présentation du rapport d'orientation budgétaire est une étape obligatoire. Il permet aux élus de prendre connaissance des contraintes financières de l'agglomération. Première révélation, une baisse de la dotation globale de fonctionnement de 35 millions d'euros depuis 2014. Si on projette jusqu'à 2020, ce sera 50 millions. Et si on va jusqu'à des projections de 2023, on peut aller jusqu'à près de 100 millions. Donc, quelle est la structure publique ou intercommunale qui peut résister à ça? On rentre dans une phase quand même très difficile. Pour cette année 2018, il manque 13 millions d'euros pour boucler le budget. Parmi les pistes évoquées, une mutation institutionnelle, la réorganisation des services ou encore une révision de la politique fiscale. Moi, je m'interdis rien, mais ce serait pas un bon choix. On n'a jamais augmenté les impôts depuis que nous sommes à la tête de cette interco. Franchement, c'est pas un souhait. C'est plutôt nous le développement économique, faire des économies aussi, restreindre peut-être des investissements, bien sûr, un peu plus serrer tous les budgets. C'est plus vers cela qu'on se dirige. On va regarder avec beaucoup d'attention la question des services à la population. On a un haut niveau de service dans cette agglomération et on tient à ce que ça soit maintenu et que d'autres projets, d'autres sujets plus annexes ne soient pas privilégiés. Donc revenir aux fondamentaux de ce à quoi doit servir l'agglomération, c'est-à-dire rendre des services aux habitants de Saint-Quentin. Prochaine étape pour les 12 communes qui composent Saint-Quentin en Yvelines, se réunir autour de la table pour faire des choix. 3 rendez-vous sont programmés avant le vote du budget en avril. À 50 ans en Yvelines, le printemps des poètes a débuté. Le lancement de ce rendez-vous annuel a eu lieu en plein cœur du marché de Morpas il y a quelques jours. La 20e édition est placée sous le signe des ardeurs. Aurélie Ronze et Nicolas Dandry. Des poèmes déclamés entre les fruits et les fleurs, une scène quelque peu insolite pour lancer le printemps des poètes. Thème retenu cette année, ardeur au pluriel, un thème que la poétesse québécoise Nicole Brossard connaît bien. Allons du côté des sanglots, plonger notre ardeur dans les questions et les cerises. Les ardeurs, il en faut toujours, surtout lorsqu'on est en poésie. C'est la motivation, c'est la passion, c'est la fulgurance. Je sais que des poètes écrivent dans le grand calme, dans l'anxiété. Moi, je pense que je suis plutôt du côté de l'ardeur, tout naturellement.
C'est donc sous le signe de toutes les ardeurs que se déroulera cette 20e édition. Coordonné par les itinéraires poétiques, le lieu choisi pour le lancement de la manifestation n'était pas anodin. Le thème ardeur est un thème très très général, on va dire très générique. C'est-à-dire qu'on peut y mettre ce qu'on veut dedans. Vous pouvez parler de l'ardeur au travail. Ces gens qui sont là pendant des journées entières sur des marchés, ils ont intérêt à avoir une sacrée ardeur intérieure et une envie de faire quelque chose de leur vie pour venir sur ce marché. Une quinzaine de comédiens est intervenue sur l'ensemble du marché pour dire des textes et distribuer des cartes postales sur lesquelles avaient été imprimés des poèmes. Je trouve que de faire sortir la poésie en ville pour tout le monde, c'est super. Voilà, tout le monde peut en profiter et découvrir un petit peu que la poésie, c'est toute la vie et tous les jours. Il y a toujours un poète qui a des choses à vous dire. Aïe! Un poète! Aïe! Un poète! Aïe! Aïe! Un poète! Et le printemps des poètes, c'est jusqu'au 18 mars sur 50 ans en Yvelines. C'est la fin de ce 7-8 l'hebdo. Retour de l'actualité en direct lundi à 18h sur l'antenne de TV 78. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine.